je mets toujours dans la peau des victimes. Les nombreuses victimes des crimes internationaux, ceux qui ont perdu leurs parents, leurs fils et tout ça, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, c'est plus d'1 million. Les victimes sont là. Mais qu'est-ce qu'une victime attend? C'est que la justice s'exerce pour recouvrer ses droits, que ce soit la justice interne ou la justice au niveau international. Et donc, quand il y a déjà une structure qui fonctionne, et que cette structure peut aider à rétablir la justice, à réparer ces situations-là pour les comptes des Africains, il faut appuyer la structure, essayer de corriger les imperfections de cette structure, en l'occurrence la CPI. Parce que je me mets toujours dans la peau des victimes. Mais sous le plan de la simple évaluation objective de la jurisprudence de la CPI, des dossiers de la CPI, le fonctionnement du procureur de la CPI, il y a des questions à se poser. Et il ne faudrait pas qu'à la longue, ça demeure une justice pénale contre les Africains. Ça, c'est inacceptable. Ça, vous paraphrasez effectivement Jean Ping. Vous suivez, j'imagine, effectivement, et j'en suis sûr, l'actualité de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest également, et finalement l'actualité panafricaine. Le terrorisme, puisqu'effectivement, cette question, on en a parlé au début de l'entretien. Le terrorisme, hier, au Tchad, un nouvel attentat revendiqué par Boko Haram a fait 16 morts, dont la personne qui, le kamikaze qui s'est fait exploser sur un marché. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a été élu. C'était son combat, son leitmotiv, en finir avec le terrorisme. Toute la région est bouleversée. On peut parler du Cameroun, on peut parler du Niger, on parle du Nigeria, on parle du Tchad. Finalement, on se demande, et d'ailleurs, lorsque nous organisons des émissions à Vox Africa, de nombreux téléspectateurs nous disent qui finance Boko Haram, d'où vient le terrorisme. Quelle est la résultante de tout cela aujourd'hui, puisque finalement le terrorisme est en Afrique, et est aux portes même de l'Afrique centrale, est lié par le Cameroun. Comment fait-on aujourd'hui? On a parlé de la création prochaine d'une coalition, d'une force internationale, d'une coalition avec qui est déjà d'ailleurs en mouvement, avec le Niger, avec le Tchad, avec le Cameroun. Mais comment fait-on pour endiguer cette menace qui pourrait paralyser tout le continent? Effectivement, ce qu'on a connu, c'est hier ou avant-hier au Tchad, m'a beaucoup peiné parce que je me suis dit, voilà un État, le Tchad, qui n'était pas directement attaqué il y a quelques mois, qui dispose d'une certaine capacité militaire dissuasive et d'attaque, qui avec courage s'est impliqué pour lutter contre le terrorisme international, s'est impliqué, alors que d'autres armées avaient beaucoup de difficultés. Et maintenant, cet État est touché au cœur, c'est-à-dire dans la capitale, au marché. C'est très dangereux parce que là, s'il n'y a pas de solution immédiate et sérieuse, l'objectif poursuivi par ces terroristes risque d'être atteint, c'est-à-dire démoraliser les Africains, particulièrement à l'ouest et au centre aussi, démoraliser toute initiative. Et si il n'y a pas d'action à l'unisson, nous les Africains et tous les autres, parce que c'est aujourd'hui une menace mondiale grave, plus qu'Ebola. Par exemple, si nous ne nous mettons pas ensemble, vraiment, nous risquons de connaître une situation catastrophique. Mais il faudrait d'abord noter que, en tout moment, que tout acte de terrorisme est condamnable et doit être sérieusement condamné, sans gêne, sans détour, sans nuance. Parce que le terrorisme n'a pas de sens, ni d'essence, ni de signification. Il faut condamner avec fermeté. Parce que là encore, c'est des victimes qui tombent. Des victimes, des touristes, des élèves, des mamans qui sont allées au marché, qui tombent, qui n'ont rien à voir avec tout ce combat-là. Ça signifie que nous devons commencer à imaginer et à mettre immédiatement en œuvre des solutions
des idéalistes, si je peux m'exprimer en ces termes. Il faut une armée internationale. Vous avez parlé d'une coalition, mais on doit aller au-delà de ces réalités-là, coalition et tout. Il faut une véritable armée contre le terrorisme, une véritable police contre le terrorisme. Il faut centraliser le renseignement, centraliser davantage le renseignement contre le terrorisme. Il faut un fonds mondial, peut-être le plus important, contre le terrorisme. Alors si vous le permettez, Aubin Minakou, on va terminer cet entretien par un sujet plutôt international pour finalement revenir en Afrique. La Grèce est au cœur de l'actualité en ce moment. La Grèce pourrait s'en sortir facilement, disent les spécialistes. Il suffirait qu'elle puisse dévaluer sa monnaie et donc sortir de l'Union européenne finalement. Ça pose finalement toute la question de la souveraineté monétaire, un vaste sujet, un sujet important puisque finalement cela conditionne les destinées de chaque pays. En Afrique et notamment dans la zone francophone, il y a cette question polémique depuis des années autour du franc CFA. Il y a de nombreux économistes qui se sont penchés sur la question. On peut les citer brièvement. Nicolas Gbowou, cet économiste ivoirien qui a écrit un livre passionnant, l'euro et le franc CFA contre l'Afrique. On peut citer également Moussa Demba Dembélé, économiste sénégalais. Il est vrai qu'effectivement, ce franc CFA, ces régions concernées, la région de l'Ouest, la région Afrique centrale et puis les Comores, pas toute l'Afrique centrale puisque la RDC n'en fait pas partie. Ces pays-là, finalement, doivent utiliser une monnaie qui n'est pas la leur, disent effectivement ceux qui la critiquent. Une monnaie qui est imprimée d'ailleurs en France, une monnaie qui ne leur appartient pas complètement, qui ne leur donne pas les outils et la possibilité de pouvoir, justement, lorsqu'il y a des crises, faire face à ces crises, comme le fait très bien, finalement, les États-Unis, quand le font très bien les États-Unis, lorsqu'ils dévaluent pour leur redonner une certaine forme de compétitivité. Cette monnaie, elle est pour quand finalement? Quand est-ce qu'on va finalement franchir ce pas? Oui, merci de la question, elle est importante. J'aimerais d'abord commencer par dire que l'une des marques de souveraineté de la République démocratique du Congo, de 60 jusqu'à ces jours, c'est que nous avons notre propre monnaie. Et je crois que c'est une particularité, mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'économie sur le plan international, les réalités du capital international, il est clair que nous, Africains, nous devons commencer aussi à réfléchir et à réfléchir sérieusement sur le schéma approprié pour disposer d'une monnaie unique. Un petit regard au passé de l'Europe, nous allons nous rendre compte que c'est tout un cheminement de la communauté européenne de charbon et d'acier jusqu'aujourd'hui, en passant par le traité de Maastricht qui a mis en place, je crois, la monnaie actuelle. Mais avant le traité de Maastricht, il y avait déjà une réflexion et une mise en œuvre intelligente, souple de cette réflexion à travers ce qu'on appelait l'écu. L'écu qui n'était pas une monnaie d'échange, mais une sorte de valeur monétaire pour l'Europe. Nous devons aussi cheminer. Évidemment, il y a plusieurs avantages aujourd'hui pour nous avec la mondialisation. Mais une monnaie, c'est la résultante d'une capacité, la force d'une monnaie plutôt, c'est la résistante d'une capacité de production de l'État ou des États concernés. C'est la résultante du commerce, la balance commerciale entre ces États. Et donc il y a plusieurs réalités économiques qui doivent, à mon avis, être d'abord maîtrisées de façon systématique pour que nous planifions l'adoption d'une monnaie unique. Mais cela, à mon humble avis, peut encore nous prendre un peu de temps au niveau africain, même au niveau des sous-régions africaines. Ça peut encore nous prendre du temps parce que lorsque j'évalue le fonctionnement, l'évolution des différentes organisations d'intégration, entre guillemets, sous-régionales, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique australe, en Afrique septentrionale, en Afrique australe, la SADC, le COMESA, vous allez vous rendre compte que c'est très laborieux, notamment
lever les barrières douanières. Très laborieux. Tous ces processus-là d'échange économique et commercial, encore très laborieux. Et voilà, donc je crois personnellement qu'il nous faut encore un peu de temps. Et il nous faut aussi une volonté politique marquée au niveau des Africains qui nous gèrent à travers les instances sous-régionales et au niveau régional en Afrique. Il nous faut une volonté politique marquée, ensuite suivre un cheminement cartésien. Parce que sinon, si vous arrivez à disposer d'une monnaie au niveau régional sans avoir assis cela sur des données d'airain, les 5 années qui peuvent suivre, ça peut être la catastrophe. L'Europe elle-même, qui pourrait être considérée comme exemple en la matière, connaît des difficultés. L'exemple grec que vous avez énuméré, c'est un cas de difficulté lorsque vous êtes sous le régime d'une monnaie unique avec des États souverains qui ont des réalités économiques, des réalités de production et des mentalités fiscales, mentalités de dépenses publiques bien différentes. Si en Europe cela cause quelques problèmes, assez de problèmes, en Afrique il nous faut encore suffisamment travailler. Donc en un mot, le franc CFA, oui, non? Le franc CFA, oui ou non, bon. Je crois que jusque-là, ça se passe pas si mal que ça. Le franc CFA, oui, mais il faut davantage travailler pour soutenir ce franc CFA. Et le seul moyen, c'est le renforcement des capacités au niveau des États membres de cette monnaie. Et voilà, ce sera donc le mot de la fin. Merci Aubin Minakou. Je rappelle aux téléspectateurs de Vox Africa qui nous suivent que vous êtes député, président de l'Assemblée nationale congolaise et depuis le vendredi 10 juillet, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Un mandat pour 2 ans. Voilà, émission spéciale organisée ici à Genève. Merci à vous. Merci aussi pour vos questions pertinentes et pour ce beau cadre qui est effectivement plaisant. Vive la francophonie.